Bonjour. En cette période de commémoration de la naissance du Dr Leong Kok Yuen, je me propose de vous relire le texte de la conférence qu'il m'avait été demandé de donner en son nom lors du symposium de Nanjing, qui souhaitait lui rendre hommage pour le rôle qu'il avait joué dans le développement de l'acupuncture en Chine et dans le monde. C'était l'année de son décès, c'était à l'automne, lui était décédé au printemps. Ce texte résume la vision globale qu'avait le Dr Leong de la médecine traditionnelle chinoise, un terme derrière lequel tout le monde ne met pas toujours les mêmes choses. C'est pourquoi, par parenthèse, nous préférons aujourd'hui parler d'ethnomédecine pour qualifier cette approche dont il va être question afin de ne pas la dénaturer. Voici donc le texte de cette conférence, prononcée en 2013. Le Dr Leong nous a quittés il y a quelques mois. Lui seul aurait pu nous expliquer comment il a réussi à transmettre, dans une autre langue, à une autre culture, un savoir médical hérité d'une longue lignée familiale remontant au XVIe siècle, et comment, grâce à cette transmission, en marge des formations médicales universitaires, qu'elles soient occidentales ou chinoises, il a pu contribuer de manière si importante au développement de l'acupuncture et de la médecine traditionnelle chinoise en Amérique du Nord, où il a eu la toute première licence d'acupuncteur aux États-Unis, en Europe et dans le monde. La légitime reconnaissance dont le Dr Leong fait aujourd'hui l'objet en Chine arrive hélas un peu tardivement, mais c'est ainsi, l'histoire des hommes s'écrit toujours après coup. La même histoire retiendra en tout cas que ce fut l'honneur de l'Institut de Kunming et de l'Université de Nanjing d'avoir été les premiers à œuvrer à cette reconnaissance. Donc au nom de sa famille, soyez-en ici à nouveau vivement remerciés. Je ne saurais vous dire de quoi le Dr Leong aurait souhaité parler s'il avait été présent aujourd'hui. Mais si je me réfère aux entretiens que nous avons eus ces dernières années, et à la manière dont je l'ai vu gérer le cancer du foie qui l'a accompagné, on va dire, durant les 2 dernières années de sa vie, je pense que ce que je vais vous dire ne lui aurait pas déplu. Nous reviendrons un peu plus loin sur ce que le Dr Leong a apporté à l'acupuncture, mais je me dois, en préliminaire, de rappeler qu'il n'a jamais été question pour lui de concevoir la médecine comme étant limitée à cette seule méthode thérapeutique. L'acupuncture fut effectivement la première branche par laquelle l'Occident s'intéressa à la médecine chinoise. Le Dr Leong la pratiqua avec talent et l'enseigna de manière privilégiée dans la toute première partie de sa vie. Mais il nous enseigna aussi que cette branche appartenait à un système plus vaste, qu'on appelle un arbre, et que cet arbre comportait d'autres branches, tout aussi importantes, ainsi qu'un tronc et des racines, faute de quoi cet arbre n'aurait pas pu tenir debout, ni traverser le temps. La racine de la médecine chinoise, c'est la connaissance, celle des lois naturelles qui organisent le vivant et auxquelles l'homme ne peut se soustraire. Le tronc de la médecine chinoise, c'est le diagnostic. En médecine traditionnelle chinoise, celui-ci repose avant tout sur la capacité, à partir de la compréhension des lois naturelles, des racines, de regarder l'être humain comme on regarde un paysage, et de voir interagir en lui toutes les forces de la terre et du ciel, et partant de cette vision, de comprendre l'origine et la nature de ces maladies. Vous voyez que le mot diagnostic en médecine chinoise n'a pas forcément le même sens que le mot diagnostic en médecine occidentale. Chaque médecine pose évidemment le diagnostic à sa manière. Les branches de la médecine chinoise, ce sont les différentes méthodes thérapeutiques par lesquelles il est possible d'intervenir sur l'être humain, de manière sélective ou combinée, en fonction du diagnostic posé et de la nature de sa maladie. On ne peut pas, avec un seul outil, tout traiter, tout régler. Le Dr Leong dénombrait 4 branches principales. La première, mais il ne s'agit pas d'un hit parade,
La première, en tout cas, ce sont les interventions externes. On appelle comme cela. C'est une branche qui regroupe l'ensemble des méthodes thérapeutiques qui permettent d'agir sur l'être humain depuis la surface de son corps. Alors, on y trouve le massage, l'acupuncture, bien sûr, qui inclut les méthodes annexes, mais très importantes aussi, comme la moxibution, les saignées, les ventouses, gua sha, le grattage. Tout ça fait partie de l'acupuncture. Il y a encore Zhenggu, l'orthopédie, la remise en place du système osseux, ostéo-articulaire, les emplâtres, donc l'utilisation de pharmacopées en surface du corps, la chirurgie, bien évidemment, même si nous n'avons pas à l'enseigner en Occident. Donc nous remarquons au passage que dans cette classification, loin de se vouloir une méthode de traitement universelle, l'acupuncture n'apparaît elle-même que comme une sous-branche de la famille des interventions externes. Cela ne retire évidemment rien à sa valeur propre, mais il est important de rappeler ici qu'aucune branche thérapeutique, quelle que soit sa qualité et son importance, ne devrait jamais se prendre pour l'arbre entier. La seconde grande branche, ce sont les interventions dites internes. Donc cette branche fait référence au traitement par l'absorption de substances alimentaires ou médicinales, c'est-à-dire qu'on va trouver principalement dans cette grande méthode, dans cette grande branche, la diététique et surtout la pharmacopée chinoise. Dans ces deux domaines, le Dr Leong nous a également fourni de précieux enseignements. Il a notamment revisité les grandes formules classiques de la pharmacopée traditionnelle, en adaptant certaines, parce que le monde a un peu changé, et des formules anciennes en dosage, en composition, peuvent varier un peu. Et puis, il y a des variantes sur un thème de départ qui peuvent être importantes. Il a remplacé les plantes les plus rares et les plus chères par d'autres plantes, afin de rendre cette médecine accessible à tous. Et il a évité pour tout l'usage des espèces animales menacées ou maltraitées. Ce qui est très important également de nos jours, parce qu'il y a de plus en plus d'espèces menacées. Troisième branche majeure, l'intervention sur le psychisme. Cette branche consiste donc à utiliser les ressources psychiques du patient comme support et comme voie thérapeutique. Ce n'est parfois qu'en donnant des conseils pertinents, en modifiant l'état psychologique ou émotionnel, en recadrant le point de vue ou le comportement du patient, en lui insufflant la confiance, en l'aidant à dompter son subconscient, ou encore en lui expliquant parfois comment en mourir en paix, que l'on peut désarmer en lui certains processus de maladie qu'aucun autre médicament ne serait à même d'éradiquer. Comme le souligne le Sowen, ouvrage de médecine chinoise, de quelle valeur est le médecin qui ignorerait l'énorme pouvoir de l'esprit sur le corps, dans la santé comme dans la maladie, et qui n'en tiendrait pas compte dans sa pratique. Le Dr Leong nous a là encore transmis de précieuses données relatives à cette branche essentielle qui dépasse de loin le cadre restreint de ce que nous nommerions la psychothérapie en Occident. J'ai pris, ces 15 dernières années, grand plaisir à m'entretenir avec lui de cette branche, qui, au propre comme au figuré, lui tenait à cœur, puisque le cœur en médecine chinoise est ce qui incarne la conscience. D'une part parce qu'elle constituait un héritage familial, d'autre part parce qu'elle a fait plus encore que l'acupuncture, cette branche, l'objet d'un véritable déni dans l'histoire récente de la médecine traditionnelle chinoise. On peut aisément comprendre que les méthodes qui visent à la libération de la conscience ne soient pas toujours en phase avec la pensée unique que par ailleurs certains guides suprêmes essayent d'inculquer. Quatrième grande branche, l'intervention par le mouvement. Cette dernière branche concerne toutes les possibilités thérapeutiques liées à la gymnastique, l'usage que peut faire le patient de son propre corps dans un but thérapeutique. Exercices, postures, choix ergonomiques liés au travail, qigong thérapeutique, ce qui inclut parfois aussi une forme de magnétisme que peut pratiquer le praticien sur le patient, etc. Dans ce domaine également, le Dr Leong a laissé des enseignements et conçu des exercices simples, faciles à mettre en œuvre, y compris pour des patients occidentaux, et riches en bénéfices thérapeutiques.
Il existe encore en marge de ces 4 grandes branches thérapeutiques une 5e branche, résumée tout entière dans le premier chapitre du Ne Ching So Wen, qui traite de l'art de nourrir la vie. En effet, nous devrions être en droit d'attendre de tout bon médecin, comme nous attendons cela de tout bon garagiste, qu'il ne se contente pas de réparer le véhicule humain, mais qu'il sache expliquer à son conducteur pourquoi il est tombé en panne et comment il pourrait éviter, par sa conduite, que cela ne se reproduise. Cela nous ramène à cet élément essentiel en médecine qui est la pose d'un diagnostic juste, avant même de penser au traitement. Être capable d'expliquer de manière simple à son patient les raisons de son problème, au lieu de le piquer ou de le droguer en silence. Dans de nombreuses maladies, un bon conseil vaut parfois tous les traitements. Le nombre de patients en errance thérapeutique est énorme. Le diagnostic est la pierre angulaire de tous les traitements dont on a parlé. C'est parfois faute de ces conseils, eux-mêmes liés à un défaut de diagnostic, donc, que les patients se retrouvent avec des traitements à vie, des traitements qui n'en finissent jamais, et la cohorte des effets secondaires qui nécessitent de nouveaux traitements. Voici donc l'arbre qu'il m'a été donné de découvrir peu à peu, au fil de 35 ans d'exploration de la médecine auprès d'un unique professeur, mais qui comprenait profondément la nature humaine et la simplicité fondamentale qui unit toutes choses. C'est, pour le docteur Leong, ce qu'était un ethnomédecin, quelqu'un qui comprenait à la fois les racines, le tronc et l'essentiel des principales branches. Le docteur Leong n'était pas seulement un grand acupuncteur, il était un grand médecin, capable de combiner dans le même esprit les aiguilles, les plantes ou les mots, les conseils, pour œuvrer à la guérison de ses semblables. Je n'aurai pas ici le temps de détailler, bien sûr, des racines jusqu'aux branches, tout ce qui fait la richesse et la profondeur de son enseignement. Mais vous aurez déjà compris qu'il ne pouvait pas être question pour lui de faire l'apologie d'une méthode thérapeutique par rapport à une autre. Le docteur Leong n'était pas non plus du genre à scier la branche sur laquelle il était lui-même assis. Il a par exemple fait le choix de se soigner sur la fin de sa vie au seul moyen du Qigong, de la méditation et de la diététique. C'était un choix raisonné parce qu'il savait que les autres outils ne servaient plus et que ce n'était pas l'objet à ce moment-là. Voilà, je voulais commencer par poser cette première évidence que le docteur Leong Kok Yuen avait de la médecine une conception bien plus vaste et complète que ce que son appartenance à une école d'acupuncture pourrait donner à croire. Donc s'il doit être considéré pour la postérité comme l'une des figures emblématiques de l'école Sheng Qiang qui nous invite aujourd'hui à Nanjing pour parler de sa pratique, de son œuvre, je pense que le docteur Leong serait heureux que cette école œuvre dans l'avenir surtout à ce qui peut relier l'acupuncture aux autres branches de la médecine chinoise. Ce serait sa manière juste et bien à elle de marquer sa différence dans un paysage où aujourd'hui bien des arbres sont nus, c'est-à-dire bien des gens pratiquent sans réel diagnostic, et bien des branches gisent au sol, c'est-à-dire qu'on a oublié une partie des branches thérapeutiques de la médecine chinoise. Mais puisque l'acupuncture est le thème privilégié de ce symposium, et puisque le docteur Leong s'est effectivement distingué de manière privilégiée, lui aussi dans ce domaine, j'aimerais ajouter une dernière réflexion. Le qi, vous savez, l'énergie, le qi ne se voit pas. Et il fait ce qu'il veut. Sans doute est-ce pour cela que l'acupuncture se caractérise, à la différence notable des autres branches thérapeutiques, par une multitude d'écoles, de théories, de pratiques, qui peuvent toutes s'enorgueillir de résultats et qui prétendent toutes que leurs résultats sont plus importants que ceux des autres. Le phénomène est déjà bien présent en Chine, mais vous n'imaginez pas ce que les Occidentaux sont eux-mêmes capables d'inventer en la matière, notamment lorsqu'ils ajoutent leur propre symbolique, leur propre science, leur propre technologie aux connaissances et aux pratiques ancestrales.
C'est à se demander finalement si le drame de cette méthode, l'acupuncture, ne réside pas dans sa trop grande efficacité ou sa trop grande tolérance. La théorie et la pratique acupuncturale du docteur Leong étaient simples. Je ne l'ai jamais entendu parler de théorie complexe ou de points miracles. Avant toute chose, il insistait sur la pose d'un diagnostic juste, on l'a dit. Une combinaison ensuite de points qui soient cohérentes par rapport au diagnostic. Et enfin une poncture qui soit correcte. Le plus souvent, à base d'aiguilles fines qui permettent de mieux saisir et travailler le qi sans blesser le patient. En acupuncture comme en pharmacopée, c'est l'adéquation du traitement choisi par rapport à la maladie diagnostiquée qui fait son efficacité, l'adéquation, et non la puissance intrinsèque des points ou des plantes, comme s'ils avaient en eux-mêmes la capacité de forcer les choses. Si le choix des points est judicieux, le corps y réagit. Si l'on pique des points dont le patient n'a pas besoin, son corps n'en tient tout simplement pas compte. Heureusement, sinon, comme je le dis souvent, tous les moustiques seraient acupuncteurs. A l'inverse, il peut aussi arriver qu'un praticien fasse un choix de points ou une manipulation d'aiguilles inadaptée, que l'on pourrait juger fantaisiste, et que le patient aille mieux tout de même. Il restera alors, avant de s'enorgueillir du résultat, à déterminer, mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qui, dans l'action thérapeutique, a exactement agi? Car il faut savoir que l'effet qu'on appelle placebo en Occident existe dans toutes les médecines. Et il est fort possible, dans certains cas, que l'acupuncteur puisse pratiquer une forme de médecine psychosomatique sans le savoir. Si ainsi toutes les théories et toutes les pratiques d'acupuncture peuvent avoir une certaine valeur et offrir certains résultats, il reste à déterminer lesquelles d'entre elles sont systématiquement cohérentes et universellement applicables. J'ai pu constater lors de missions humanitaires, donc un peu partout autour du globe, en compagnie d'acupuncteurs venus eux-mêmes de différents horizons, que certaines théories ou pratiques d'acupuncture ne fonctionnaient que dans un contexte clinique ou culturel restreint et ne sont absolument pas transposables face à d'autres pathologies ou d'autres paradigmes. C'est à cette même occasion, dans le contexte humanitaire, que j'ai pu, par contre, apprécier à sa juste valeur la méthode de poncture, de choix, de prescription des points transmises par le docteur Leong Kok Yuen et prendre conscience de l'universalité de ses applications. Résultat à la clé. Cette méthode que bon nombre d'entre vous connaissent repose en tout premier lieu sur une approche diagnostique simple, cohérente et efficace, basée sur les PACAN, règles appliquant la dialectique yin-yang à la médecine, à moins que ce ne soit l'inverse. Cette méthode utilise ensuite un nombre limité de points, synthétise les plus grandes règles traditionnelles de la tonification et de la dispersion, et permet de nuancer les traitements à l'infini à partir d'un nombre limité de points importants. On pourrait comparer cette façon de faire, cette méthode, à la bonne cuisine, comportant tous les ingrédients de base et permettant à qui sait cuisiner de faire des recettes nombreuses et savoureuses sans avoir à recourir à des produits rares ou d'exception. La logique de cette méthode se rapproche également beaucoup de celle de la pharmacopée chinoise, qui mise sur une juste hiérarchie et des combinaisons judicieuses de produits qui vont donner à chaque fois des résultats, des mélanges différents, plutôt que sur la puissance d'un seul d'entre eux. Outre les résultats qu'elle offre aux malades, j'ai observé que cette méthode d'acupuncture, dite du docteur Leong, a deux autres avantages majeurs. Elle permet à des praticiens aux origines et aux habitudes différentes de tomber d'accord sur des choses essentielles et de faire chacun un pas en direction d'une théorie et d'une pratique acupuncturale commune et compatible dans sa logique avec les autres branches de la médecine traditionnelle chinoise, ce qui n'est pas toujours courant. Deuxième gros avantage, elle permet à des peuples qui ignoraient tout de la médecine chinoise d'en comprendre finalement facilement les grands principes, et parce que la logique
qui sous-tend cette méthode repose sur des lois naturelles, d'y adhérer spontanément. La particularité de la médecine chinoise, c'est qu'elle est étymologiquement la médecine du milieu. Zhongyi, médecine du pays du milieu. Et du milieu, il est possible de voir dans toutes les directions. J'aurais évidemment bien d'autres choses à dire sur le sujet, mais je m'en tiendrai là. Et je terminerai cette intervention en remerciant chaleureusement l'école qui nous a invités ici à Nanjing au nom d'un homme qui a quitté son pays il y a bien longtemps pour transmettre à d'autres peuples la richesse d'une médecine naturaliste et humaniste que l'histoire, en Orient comme en Occident, a bien failli faire disparaître. En tout cas, en Occident, cette médecine naturaliste et humaniste a complètement disparu. C'est pourquoi on est venu la rechercher en Chine, nous aussi. En tout cas auprès de Chinois qui eux-mêmes sont venus nous rendre visite. L'urne dans laquelle reposent les cendres du docteur Leong Kok Yuen fait face à l'océan Pacifique. Elle se trouve à l'extrémité du monde occidental, en Colombie-Britannique, et elle regarde en direction de la Chine. Aujourd'hui, pour lui, une boucle est enfin bouclée, et peut-être un espoir renaît. Je vous remercie de votre attention.